Bienvenue dans le podcast La Sueur. Ouais. On va parler d'Eddie Hearn et Dana White et c'est assez impressionnant ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est suffisamment rare pour être signalé dans le monde des sports de combat. C'est que Eddie Hearn peut être on va dire le promoteur en boxe anglaise le plus puissant de la planète. Vous savez, Matchroom, le contrat à $1 milliard avec DAZN. Il respecte énormément Dana White et il a accordé une interview à Ariel Helwani il y a quelques heures de ça maintenant et justement il explique son statut mais il dit « Je ne pourrais pas dire que je suis un meilleur promoteur que Dana White » et Big Rusty va nous proposer cette citation dans son entièreté parfaitement traduite. Générique. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Alors la citation donc de Eddie Hearn en parlant de Dana White. Si vous me dites, est-ce que vous êtes le meilleur promoteur dans la boxe anglaise? Mais oui, et de très très loin, il n'y a même pas de débat. Mais je vois Dana White en tant qu'éclaireur en termes de promotion. Et pour moi, de ne pas répondre à cette question avec un « oui, c'est moi le meilleur promoteur de la planète », c'est vraiment un énorme crédit à Dana White parce que mon ego est complètement hors de contrôle. Je ne peux pas m'asseoir ici et dire « je suis un meilleur promoteur que Dana White ». Je ne sais pas parce que la preuve est dans le pudding, en gros, en anglais, parce que la preuve est dans ce qu'on voit tout simplement, et donc probablement en référence au bon travail de promotion pour l'UFC que fait Dana White, que font les équipes de l'UFC. Et tu vois, je vais te lancer là-dessus parce que je sais que tu es beaucoup plus à même de parler sur ce sujet-là et d'avoir des choses plus intéressantes à dire parce que ça, c'est ce que tu connais plus que moi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour moi, il faut avouer que si on parle de promoteur de combat en termes de quelqu'un qui est capable de trouver des contrats, de trouver des deals, de faire grossir la machine et de toujours trouver de nouveaux publics et de conquérir de nouveaux publics et de rendre le tout de plus en plus qualitatif et de plus en plus présentable pour des cibles de plus en plus mainstream. Le travail qu'a fait Dana White, et ses équipes, on dit Dana White parce que c'est le visage de l'UFC, et ses équipes, c'est vrai que c'est complètement monstrueux. On parle à chaque fois, tu vois, tu parles tout le temps et tu m'ouvres les yeux sur ces trucs-là parce que c'est vrai que c'est fou quand même. Le nombre de contrats, le nombre de sponsors qu'il arrive à caler, le nombre d'ouvertures qu'il arrive à trouver pour toujours plus mettre de nouveaux sponsors, d'amener de nouvelles personnes, de nouveaux business pour qu'elles fassent des affaires avec l'UFC et le nombre de contrats qu'il arrive à trouver pour aussi que le business soit pérenne en ayant des sources de revenus passifs. Donc c'est toi qui m'as ouvert les yeux sur tout ça, mais c'est vrai que c'est complètement impressionnant pour un sport qui, il y a 20 ans, était encore conspué par toute une partie des States. Donc voilà, écoute, est-ce que tu peux nous éclairer sur tout ça? C'est moi qui t'interviewe, tiens. Non, mais moi je trouve que c'est d'autant plus impressionnant que les deux se respectent énormément. Et comme l'a dit Eddie Hearn dans cette interview très intéressante à accorder à Helwani, c'est qu'il explique que justement lui il est promoteur de Dillian Whyte et il aurait aimé être investi un petit peu dans le combat Dillian Whyte contre Tyson Fury parce qu'il estime que s'il s'était mis un petit peu, parce que vous savez l'ampleur des shows Matchroom, il y aurait peut-être eu 300 000 achats de pay-per-view en plus. Mais justement comme Frank Warren, le promoteur de Tyson Fury, le voit comme un rival, et il a pas du tout été dans l'organisation du combat. Et avec Dana White, il dit que tout se passe bien, ils ont de très bonnes relations entre eux, et que justement, parce que personne ne se marche sur les pieds. Mais ce qui est intéressant, c'est que Eddie Hearn reste extrêmement respectueux à l'encontre de Dana White, alors même qu'il y a eu ce petit incident. Si vous allez un petit peu dans le passé, il y avait pour projet un combat entre Dillian Whyte et Francis Ngannou en boxe anglaise. Et il y a eu une conférence de presse qui a été enregistrée entre les deux, qui n'est jamais sortie. La conférence de presse a été enregistrée, il y avait eu le post d'Eddie Hearn qui disait demain on balance la conférence de presse sur les réseaux sociaux, c'était pendant le Covid, enfin pendant les confinements.
Et en gros, l'UFC a eu vent de ça. Les avocats de l'UFC ont appelé Dion, ont fait qu'est-ce que t'es en train de faire là, Eddie là? Ah ok, ok. Et en gros, Eddie Hearn après s'est dit bon bah là on va être dans un bourbier, on va tout simplement pas sortir la conférence de presse. Alors que, enfin je pense que vous allez être d'accord avec Rust et moi là-dessus. Ça a pas l'ampleur d'un Francis contre Tyson Fury, mais ça aurait quand même été énorme. Et donc Eddie Hearn, après le coup de fil de l'UFC qui lui met quand même un petit coup de pression en mode bah là clairement on va aller en frontal, il a pas sorti ça et il garde de très bons rapports avec Dana White. Ouais. Et quand je dis il garde de bons rapports, enfin il était quand même assis cage side à côté de Dana White lors de l'UFC Londres. Et c'est pour ça que le rapport entre les deux, moi je trouve que c'est passionnant parce que même Eddie Hearn voit régulièrement Dana White. Quand Dana White voulait aller en boxe, bah il expliquait que bah je vais un petit peu discuter avec Eddie Hearn pour voir comment ça se passe. Et on sent bien que même de son côté Eddie Hearn, c'était bah justement je sais plus quel est son poste, mais un dirigeant de DAZN qui expliquait que Eddie Hearn, lui, sa volonté, c'est de faire comme Dana White, à savoir des événements tous les week-ends en boxe anglaise, avec la bannière Matchroom DAZN, pour faire exactement ce que fait l'UFC, où aujourd'hui, bah, il y a 44 événements UFC par an, grosso modo un par semaine, et donc vous savez que le samedi soir, vous avez votre événement UFC. Et Eddie Hearn a envie d'avoir aussi ce même fonctionnement. Il veut aussi, comme l'UFC, comme ce qu'a fait Dana White, et c'est là où je pense que, avec Rusty, au-delà du côté business, on trouve que ce que Dana White fait, et même s'il y a d'autres choses à dire, notamment sur les salaires bien entendu, mais pour les salaires, c'est peut-être très mauvais du côté des combattants, mais d'un point de vue promoteur, c'est très bon pour votre organisation, et je suis sûr qu'Eddie Hearn, tantôt il aimerait bien moins payer certains de ses boxeurs. Pour le coup, Dana White, enfin ou en tout cas lors de ces événements, parce qu'il y a des événements qui ne représentent pas la bannière Matchroom, pour Dana White, ce qui est intéressant aussi, et c'est ce qu'Eddie Hearn a envie de faire, c'est que Dana White a réussi à créer un standard UFC. Aujourd'hui, vous êtes champion UFC, vous êtes champion du monde, il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres promotions. Alors qu'en boxe anglaise, bah Anthony Joshua, bah il y a toujours les titres WBO, il y a les titres WBA, il y a le titre WBC qui est à Tyson Fury. Et Eddie Hearn, lui, il a vraiment envie, il rêve d'un monde où la boxe anglaise, il n'y aurait qu'un seul titre. Et lui, c'est aussi un de ses rêves, je pense, plus qu'objectif, et il en a parlé à plusieurs reprises, c'est de réussir à créer une espèce de ligue comme ça, où il y aurait qu'un seul titre et il n'y aurait pas ce besoin de faire avec toutes les fédérations, et vous vous en rendez bien compte chaque fois qu'on parle de boxe anglaise, où c'est un bordel sans nom finalement pour voir qui est le clair champion. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, bah mine de rien, en boxe anglaise c'est un peu plus difficile parce que vous retrouvez régulièrement avec 5 champions du monde dans une catégorie de poids, et donc on vous dit bah je suis champion du monde chez welterweight, bah, vous n'êtes pas forcément très connu, alors qu'à l'UFC, vous êtes champion welterweight, vous êtes Kamaru Usman, et vous savez que vous êtes bien. Donc voilà, donc c'était un peu le petit, enfin on va dire un petit résumé de la relation Eddie Hearn-Dana White, mais moi je trouve que c'est très intéressant, et j'aimerais pour le coup qu'ils travaillent ensemble, parce que c'était, je sais plus si tu te rappelles, Russ, quand il y avait eu, c'était quoi, il y a 2 ans, où il y avait eu les rumeurs d'un contrat, je crois, à 500 millions de dollars pour Anthony Joshua à l'UFC. Ça m'était sorti de la tête. Il y avait eu des rumeurs de ce type-là. Pendant que Big Rusty va partir dans une envolée lyrique dont il a le secret, je vais rechercher ça, mais je crois qu'il y avait eu des rumeurs de ce côté-là. Ouais, ben ça m'était complètement sorti de la tête, donc ça ne m'a pas marqué, mais tellement ça avait dû me sembler, j'imagine, infaisable, connaissant donc les contrats l'UFC, etc. Mais oui, c'était en 2018, voilà. C'était en 2018. Et c'était donc Et ça venait de qui? C'était quelle source? Et ça avait été repris par énormément de médias. Donc là, c'est un article du Business Insider, donc une vraie source. Et c'était l'UFC va proposer un contrat de 500 millions de dollars, soit 353 millions de livres, à Anthony Joshua. Et c'était l'époque aussi où Dana White voulait faire son entrée en boxe anglaise. Ouais, parce que ça, c'est un autre truc, la fameuse Zuffa Boxing. La fameuse Zuffa Boxing, donc on sait pas si elle est mort-née ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est terminé, c'est terminé pour le coup. C'est Dana White, il en a parlé, je crois, c'était il y a 1 ou 2 ans, où il a expliqué, donc Dana White voulait entrer en boxe et en gros, faire ce que Eddie Hearn a envie de faire. Et ce que Dana White a réussi à faire à l'UFC, à savoir un système fermé. Justement, c'est à ces moments-là où il y avait les rumeurs d'Anthony Joshua, en tout cas une grosse star de la boxe qui allait arriver dans ce Zuffa Boxing. Donc Zuffa, c'est la société la société mère de l'UFC. Et en gros, Dana White voulait créer un système de ligue fermée en boxe anglaise. Et c'est ce qu'il voulait pour lui, c'est selon les dires de Dana White, en fait, soigner les maux de la boxe anglaise.
ça a bien évidemment du sens, surtout s'ils arrivent à faire la même chose que l'UFC. Sauf que Dana White, après quelques mois et quasiment un an à teaser Zuffa Boxing, il a expliqué qu'il y avait trop de choses, selon lui, à résoudre en boxe anglaise pour vouloir y entrer. Et donc depuis, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Et je pense qu'à mon avis, ce qui l'a refroidi, c'est les salaires demandés par les athlètes, parce qu'il y avait Terence Crawford qui avait été interrogé là-dessus et il était en mode moi clairement je fais entre 5 et 10 millions à chaque fois, je vais pas me battre pour 500 000 $ en fixe. Et je pense aussi il y a eu toutes les fédérations qui ont fait un petit peu front contre l'entrée du Zuffa Boxing, parce que forcément s'ils signaient Anthony Joshua et 2-3 gros noms de cet acabit là, c'était un petit peu compliqué de les suivre. Ouais, et puis même au-delà, en plus il a dû probablement, Dana White, être en frontal avec absolument tout le monde de la boxe anglaise de toute façon. Et j'imagine que même avec beaucoup d'argent, forcément t'arrives quelque part, mais si malgré ces sommes que tu peux apporter, et s'il avait vraiment, on imagine, parce que c'est à ça qu'il est très bon, Dana White, toute une pelletée d'investisseurs qui étaient prêts à mettre très très gros parce qu'ils lui faisaient confiance, malgré ça, j'ai quand même tendance à penser que si t'as tout le boxing game, les promoteurs du boxing game, en face de toi et contre toi, j'imagine que ça doit vraiment pas être évident de réussir à faire quoi que ce soit, quoi. Donc c'était probablement beau d'essayer pour Dana White de tâter un peu le terrain, de mettre le pied dans l'eau, mais ouais, enfin, c'est peut-être pour ça que ça m'était sorti de la tête, c'est que je me dis que ce soit un contrat avec Joshua, au-delà même du sportif, parce que ça se trouve Joshua, un peu comme Teddy Riner, ça se trouve il a pas du tout envie de faire de MMA, tu vois. Enfin, pour Teddy Riner, j'en sais rien, mais c'est ce que j'avais entendu. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça me paraissait tellement fou, 500 millions de $ pour qu'un Joshua vienne à l'UFC ou fasse un truc, ou alors fasse Zuffa Boxing, ou rentre dans l'organisation qu'aurait créé Dana White, que ouais, ça m'avait pas marqué, quoi. Et entre-temps, Joshua, de toute façon, a prolongé avec Eddie Hearn et avec Matchroom. Et donc là, clairement, parce que c'était un moment donné où il parlait aussi de John Jones, de Francis Ngannou, potentiellement Anthony Joshua. Depuis maintenant, il est revenu à la raison, et donc à la boxe anglaise. Big Rusty, on va poursuivre avec l'UFC, et je pense que c'est là aussi où à mon avis, Dana White suscite un petit peu d'admiration, et c'est vrai que nous aussi, on en parle régulièrement avec Rust. C'est vraiment dans leur capacité à avoir... Rendez-vous compte, c'est un sport l'UFC, le premier UFC a eu lieu en 93, donc Dana White n'était pas là, mais il est arrivé quelques années après. Depuis, il est toujours été là, et il a réussi aujourd'hui à faire en sorte que l'UFC soit synonyme du nom du sport, ce qui est extrêmement rare, et surtout extrêmement rare de faire ça aussi rapidement, et avec un sport qui reste décrié, sinon on va dire visuellement, ça peut être un petit peu dur pour la ménagère de plus de 50 ans et moins de 50 ans de pouvoir voir ce genre d'événement. Et Dana White, l'UFC dans son ensemble, parce que Dana White, comme l'a dit Ross, c'est le visage, ils ont réussi à établir ça. Et moi, l'autre point, où là, à mon avis, je pense qu'Eddie Hearn dit, c'est impressionnant ce qu'a réussi à faire Dana White, même si Eddie Hearn le devient aussi un peu, c'est que, et moi ça m'impressionne ça, c'est Dana White est au cœur de tout. Vous en souvenez sans doute, on avait parlé avec Ross quand il y avait eu l'annonce du deal ESPN-UFC, le visage du deal, c'était Dana White. Le premier mec que vous voyez dans le trailer, c'était pas Conor, c'était pas Khabib, c'est Dana White. C'est pas, et avec Ross, on est en mode, c'est complètement dingue. Imagine, la NBA arrive sur ESPN. Vous allez mettre LeBron, vous allez pas mettre le commissioner de la NBA. Complètement dingue. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, je sais pas ce que t'en penses, toi, Rust, c'est que c'est jamais cringe avec Dana White. Tu vois, il y a jamais ce côté, il a trop envie de se mettre en avant, comme peut-être un Ali Abdelaziz, tu vois. Bah ouais. Ou même aujourd'hui, Bob Arum. Chez Top Rank, où de temps en temps, on se dit pourquoi est-ce qu'il sort ces trucs-là. C'est vrai. C'est vachement intéressant. Là, ça me prend de court, parce que c'est vrai que finalement, il a le même trash talk qu'un Ali Abdelaziz ou qu'un Bob Arum, parce que l'un et l'autre n'hésitent pas à dire absolument tout et n'importe quoi qui soit leur passe par la tête, soit qu'ils ont envie de dire pour promouvoir un combat, même si c'est un peu farfelu, genre Canelo versus Ousmane, et Ali Abdelaziz qui commence à insulter genre tout seul de son côté Canelo Alvarez. Donc il a ça, Dana White, que ce soit ses envolées contre Oscar De La Hoya, que ce soit ce qu'il a fait avec Stitch Duran lorsque du coup il y a eu les fameux ça n'a jamais été mon ami, et que du coup en gros c'était un des cutman légendaires de l'UFC qui avait été viré. Il y a eu pas mal de, donc
il y a beaucoup de choses qui font que normalement, que ce soit ça ou la paye des combattants, qui font que théoriquement, quand il essaye de se mettre quand il se met en avant sur un programme ou quand il est l'image de l'UFC sur un deal comme ESPN, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit normalement, rationnellement, vu tout ce qu'il fait et vu la manière dont il parle, et il n'hésite pas à trash-talker même des fans, ça devrait être cringe, les gens devraient le détester, et pourtant c'est vrai que non. Pourtant la majorité du temps, quand il fait des conférences de presse, quand tu regardes les commentaires, quand il fait des interviews, tu regardes les commentaires, en fait, c'est écrasant majoritairement des commentaires qui sont en mode putain, c'est cool, heureusement qu'il est là, ça fait plaisir, du franc-parler, il fait du bien, Dana White, machin. Et c'est vrai que c'est très étonnant. Alors, à quoi ça pourrait être dû? Là, tout de suite, comme ça, brûle pour point. Tu penses que ça pourrait être quoi, toi? Parce que, non, moi je pense que ce qui fait, à mon avis, à la différence d'un Bob Arum, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être le côté... il a plus de 85 ans, Bob Arum, il a tout connu. Et donc c'est vrai que t'es peut-être plus aussi, tu vois, en phase avec la génération actuelle que par le passé. Dana White, il a, je crois, 52 ans, quelque chose comme ça. La plupart des contenus qu'il fait, comme maintenant, il fait un truc qui s'appelle Fuck It Friday, où en gros, il teste des petites recettes sur ses réseaux sociaux chaque vendredi. C'est ça, ok. Ouais. Et en gros, il fait tout ce qui lui passe par la tête. Quand je dis tout ce qui lui passe par la tête, on sent que c'est organique. On sent que c'est des choses qui le tiennent à cœur. Par exemple, quand il va faire son If You Don't Know Now You Know, où il présente les mecs qui sont un petit peu moins connus sur les cartes, clairement, c'est un gars qui filme avec son iPhone et Dana White qui présente le truc. Donc, au-delà de tout ce qui est un petit peu promotionnel, un peu classique, c'est quelque chose qui est en face de lui. Et puis Dana White, c'est un Américain un peu comme tout le monde, tu vois, j'ai envie de dire. Et ce qui fait que même si vous regardez son histoire avant l'UFC, il n'était pas forcément destiné à avoir tout ça. Alors qu'Eddie Hearn, lui, même s'il est mis en avant, mais il y a quand même j'ai envie de dire une classe au-dessus, mais dans le sens noble du terme, tu vois. Eddie Hearn, son père, il a aussi, c'est lui qui a créé Matchroom. Il est peut-être un petit peu moins à la bonne franquette qu'un Dana White, donc forcément, il peut moins faire le Fuck It Friday où on a Dana White qui est en t-shirt et qui est avec ses petites Nike et qui va présenter le truc. Eddie Hearn, il est en costard. Enfin, c'est quelque chose de différent. Donc même si on apprécie Eddie Hearn et franchement chapeau pour ce qu'il fait, il y a peut-être ce côté un petit peu moins proche du peuple que ce qu'a Dana White. Et aussi, moi ce que je pense, c'est que mine de rien, là où l'UFC a vraiment bien joué, c'est que le côté proche du peuple de Dana White, parce que vous le savez, c'était lui le manager de de Chuck Liddell. De Chuck Liddell, et il a gardé un petit peu ce côté proche des combattants quand même, tu vois. Que n'a pas non plus, je trouve, moi, Eddie Hearn, parce qu'Eddie Hearn, on a vraiment ce côté businessman aussi comme image Dana White, même si aujourd'hui, c'est le président de l'UFC. Quand vous regardez sa relation avec Conor McGregor, quand de temps en temps, c'est plus lui qui intervient dans la négociation des contrats, mais pour les gros trucs, il fait les réunions avec les athlètes, quand il est là à chaque pesée, on a presque l'impression que c'est un gars parmi tant d'autres, tu vois, ou même quand il va féliciter les gars, quand il parle à la fin des combats, il en mode moi j'ai pris mon pied parce que franchement il s'est passé ci, ça, et je pense que c'est ce qui ajoute aussi, et ce qui fait qu'aujourd'hui l'UFC a réussi aussi à gagner des parts de marché dans différents territoires, et puis même aux États-Unis, parce qu'il y a un visage qui est un peu l'américain lambda qui pourrait regarder l'UFC aussi. Pas un gars comme pour les autres organisations sportives où il y a les commissioners, où c'est un mec qui est là pour gérer le business purement et simplement et qui est un businessman. Dana White, c'est un businessman, mais c'est aussi, et comme il le dit souvent, c'est un fan de sport de combat et fan de boxe anglaise. C'est vrai, et il y a peut-être aussi le côté il s'assume complètement. Oui. C'est-à-dire que je suis en train de me dire, tu vois, que un truc que n'ont pas du tout ni Bob Arum, ni Ali Abdelaziz, ni Eddie Hearn, mais c'est que c'est vrai, il fait Dana White ce qui lui passe par la tête et tout type de contenu, et parfois la bonne franquette comme tu l'as dit, où il est en jean basket et il bouffe des trucs dans la cuisine. Et c'est vrai que il assume 100% tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va faire des trucs comme ça, il n'hésite pas à en parler, il n'hésite pas à être pas vulgaire, mais il est ultra familier quand il en parle. Il assume absolument tout ce qu'il fait, quel que soit le contenu, quelle que soit sa manière de parler, quelles que soient ses opinions, même si elles sont controversées.
ça fait bizarre de le dire parce que forcément c'est un multimillionnaire et que ça fait bizarre de dire qu'il est comme l'américain moyen entre guillemets, mais effectivement il y a ce côté, sa manière de penser, de réfléchir, de balancer ce qui lui passe par la tête et d'être authentique fait qu'effectivement il y a peut-être un lien plus tangible qui est créé avec les spectateurs entre guillemets normaux de l'UFC et que non pas Eddie Hearn. C'est vrai aussi. Parce que tu vois, des Ali Abdelaziz, les Eddie Hearn, les Bob Arum, on ne sait pas grand-chose de comment ils sont eux quand ils ne sont pas genre dans les... il faut qu'ils parlent d'une certaine manière pour promouvoir. Ils sont dans les clous de la promotion du business. Eddie Hearn, on sait comment il parle uniquement à travers les conférences de presse parce qu'il faut qu'il parle d'une certaine manière, même s'il est tout à fait sympathique aussi, tu vois. Bob Arum, pareil. Mais il n'y a pas ce côté, t'as tout qui est sur la table, comme Dana White, tu vois. Genre, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui est caché avec Dana White. Et donc, en plus, je crois que c'est littéralement la devise de l'UFC, as real as it gets. Genre, tout est là, tout est authentique, tout est réel. Et donc, que tu ne l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ben, il fait ce qu'il peut de mieux pour sa compagnie et il s'assume complètement. Et c'est vrai que c'est assez intéressant au niveau du personnage parce qu'il du coup, il se permet des choses que peuvent pas se permettre d'autres promoteurs, quoi. Et pour finir sur ce petit podium, mon cher Rust, ce qui est important avec Dana White aussi, c'est quand vous regardez toutes les interviews qu'il peut faire dans les médias américains et puis même à l'étranger, c'est qu'il a vraiment cette image de c'est lui qui a construit le sport, c'est lui qui a construit l'UFC. Alors certes, je vous rejoins complètement, il a racheté l'UFC à l'époque où l'entreprise est dans une situation très compliquée, je crois pour 2 millions de dollars, enfin une bouchée de pain pour on regarde de ce que c'est maintenant, puisque l'UFC a été créé en 93, je le rappelle, mais c'est vrai qu'il a été là pour toutes les étapes cruciales. Quand je dis les étapes cruciales, c'est toutes les plus grandes stars sont venues au moment, enfin ils ont été façonnés au moment où il y a eu Dana White, toutes les épreuves qu'il y a eu, genre par exemple Chuck Liddell qui va se faire déglinguer au Pride, bah c'est Dana White qui était là, qui l'accompagnait, le moment où il y a eu les John Jones, les Conor McGregor, c'est Dana White qui était là, la revente de l'UFC, quand l'UFC se fait racheter par WME-AMG pour 4 milliards de dollars, c'est le plus gros rachat sportif à l'époque de l'histoire, et bah Dana White reste dans l'organisation, le deal ESPN c'est Dana White qui est toujours là, le combat McGregor-Mayweather c'est Dana White qui est là aussi en tant que le Covid et qui représente le promoteur de Conor McGregor. Le Covid, c'est Dana White qui était en mission pour faire repartir le truc. Enfin bref, il est vraiment toujours là et il se met toujours en avant. Il est mis en avant parce qu'il y a une stratégie marketing bien évidemment, mais pour accompagner tous les succès de l'UFC. Puis il y a cette longévité qui est énorme qui fait qu'aujourd'hui, bah ça fait 20 ans qui tient vraiment le truc et qui tient le truc pas dans une situation où on a l'impression que quelqu'un s'accroche. Aujourd'hui, on a toujours pas ce moment, comme un peu on peut avoir avec Bob Arum malheureusement, on se dit bon, il faudrait peut-être passer la main. Là, Dana White, l'UFC continue de battre des records, quand je dis des records, que ce soit financiers, que ce soit en termes d'affluence, que ce soit dans la conquête de nouveaux marchés ou la découverte de nouveaux athlètes, et à chaque fois, Dana White est là pour accompagner ses succès. On n'a toujours pas eu ce moment où on se dit là, il faudrait peut-être prendre quelqu'un d'autre. Et c'est là où, moi, je pense que Eddie Hearn se dit c'est vraiment impressionnant ce que fait Dana White, parce que dans beaucoup de choses qu'il a envie d'accomplir, même si Eddie Hearn arrive à faire des choses de malade avec Matchroom, il se dit il y a des trucs que l'UFC fait qui sont assez impressionnants, et puis même quand je sais plus quel était le nom, mais là pendant le Covid ils avaient fait aussi Matchroom, un truc un peu comme la Fight Island de l'UFC, où justement il y avait en back-to-back plusieurs soirées de boxe anglaise, et c'est là notamment que Dillian Whyte s'était pris son KO, et ensuite avait pris sa revanche contre s'était pris son KO face à Povetkin, mais en tout cas il y a plusieurs fois il s'est inspiré de ce qu'a fait Dana White avec l'UFC. Big Rusty, est-ce qu'on a terminé ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, on a terminé, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose pour laquelle l'UFC, mais ils sont tellement forts, c'est les concepts. Ils ont toujours tout un tas de concepts et à chaque fois, ça marche. Que ce soit parce qu'ils le font bien ou que ce soit parce qu'à chaque fois, c'est des bonnes idées à la base, mais que ce soit leurs différents programmes, genre le Dana White Contender Series, même leur émission Looking for a Fight, que ce soit la Fight Island, t'as l'impression que tout ce qu'ils font marche et tout ce qu'ils font accroche. Alors, tu peux peut-être me citer des contre-exemples, je sais pas, tu vois, mais là, perso, moi, je mettrais The Ultimate Fighter. Je comprends pas pourquoi ils s'accrochent. Alors, et c'est ça le truc, c'est-à-dire que, et ça pourtant, c'est paradoxal parce que c'est quelque chose qu'ils ont créé au tout début et qui, donc, comme ce qu'ils créent généralement, avait extrêmement bien marché. C'est d'ailleurs ce qui a fait décoller l'UFC. Mais là, le truc clairement s'est essoufflé, le concept clairement s'est essoufflé et s'y accroche. Et c'est vrai que là, je suis d'accord avec toi. C'est le seul truc que je comprends pas, c'est quelque chose
qui clairement ils sont obligés de racler les fonds de tiroir à chaque fois. Ils ont fait des saisons où ils ont été récupérés des champions de même des anciens, des vétérans. Enfin, ça ne marche plus. Et pourtant, ils s'y accrochent. Mais c'est vrai qu'à part l'Ultimate Fighter, qui est un concept qui a bien marché, mais qui ne marche plus, bah là, tu vois, tout ce qu'ils font, c'est un truc de fou, quoi. Tout ce qu'ils font marche. Étrange, Big Rusty. Étrange. Allez, Big Shout à Monsieur le P. Monsieur le putain. Moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Let's go get some, go get some. Allez, see. On pourrait qu'on me payer